Voilà donc pour les titres, ils seront développés comme chaque soir avec Nathalie. Dans l'édition complète, ce sera à 23 h. Mais tout de suite, Karl Zéro et son second invité, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. Invitation donc alors que l'Iran fête les 30 ans de la révolution islamique. Reza Pahlavi, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le fils du Shah d'Iran, d'ailleurs vous avez quelque chose du Shah d'Iran, effectivement. Il a été renversé par la révolution il y a 30 ans. Vous vivez aujourd'hui en exil entre les États-Unis et l'Europe. Et vous êtes de passage en France pour présenter votre livre Iran, l'heure du choix. Un livre d'entretien avec Michel Taubman, qui a d'ailleurs écrit une bio de l'actuel président iranien. Donc qui connaît le dossier. Vous prenez le retour de l'Iran dans le concert des nations et l'établissement d'une véritable démocratie là-bas. Donc une démocratie qui serait parlementaire, qui serait à l'instar des pays européens. Mais comment est-ce qu'on peut y accéder à cette démocratie? Parce que ça paraît un rêve lointain, quoi. Ça fait 30 ans qu'on en parle finalement. Vous savez, je pense que dans beaucoup de pays qui ont vu cette transition, pas tellement longtemps, dans le bloc Est par exemple, des pays qui ont subi un processus de ce qu'on appellerait aujourd'hui des révolutions de velours, Oui. où il y a des changements quand même très radicaux. Tout se joue au fait sur un processus de changement, mais qui provient de la part de la population de ces pays. De l'intérieur, en l'occurrence, bien sûr. de l'Iran. Il faudrait que les gens à l'intérieur de l'Iran se bougent. Bien sûr. Et c'est donc une campagne de désobéissance civile que je prescris comme formule, une campagne de non-violence, de manière à pouvoir faciliter ceux qui sont coincés dans ce régime, qui espèrent en sortir, pour ne pas couler avec le même navire, qui peuvent rejoindre force avec les combattants qui, depuis longtemps, pour la démocratie et la laïcité, sont en résistance à l'intérieur du pays. Mais de là où vous êtes, comment vous pouvez leur envoyer des signaux aux Iraniens parce qu'ils sont quand même un peu enfermés dans le pays? Bon, fort heureusement, la technologie de notre monde actuel aide beaucoup. Il faut dire qu'à l'époque où j'ai commencé, ça fait déjà 28 ans, je me rappelle, il n'y avait même pas de fax. Sans parler de ce téléphone portable. Ouais. Aujourd'hui, avec Facebook, avec YouTube, avec l'Internet, avec les transmissions satellites, heureusement qu'on arrive quand même à communiquer beaucoup plus facilement. Donc c'est plutôt un épanouissement ou un élargissement des réseaux qui existent de résistance dans les secteurs différents de la société, par exemple les ouvriers, les étudiants, les femmes, les militants pour les droits de l'homme, les journalistes, les groupes ethniques dans notre société, y compris le clergé, y compris les forces militaires ou paramilitaires même de ce régime, qui n'en peuvent plus, qui sont désillusionnés et qui aujourd'hui cherchent un alternatif. Donc il faut essayer de coordonner tout ceci et pouvoir faciliter aussi la communication avec le monde extérieur. Je pense que c'est très important, parce que si on parle d'un engagement, il ne faudrait pas que cet engagement soit limité seulement dans le sens du dialogue avec le régime, mais il est grand temps qu'on ouvre une voie de dialogue avec le peuple, avec la majorité des Iraniens, qui, après tout, depuis 30 ans, Karl, ça n'a pas existé, franchement parlant. Mais le problème pour le monde, c'est pas tant l'avenir du peuple iranien ou la façon dont il vit. À la limite, si on voulait dire la vérité, les gens s'en foutent. Ce qui leur fait peur, c'est le nucléaire iranien et c'est l'avenir de la zone. Oui, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un soit plus sensible aux intérêts d'un autre pays que du sien, mais quand même, nous vivons dans le même espace vital. Ce qui pourrait toucher notre région ne va pas épargner l'Europe. Bien sûr. Et vice-versa. C'est quand même un monde différent. Et dans ce sens, vu le fait que depuis l'instauration de ce régime en Iran, toute la région a basculé. Il y a eu un déséquilibre total. La Russie, à l'époque soviétique, a envahi l'Afghanistan. On a eu la guerre Iran-Irak. Nous avons tout ce problème de mouvements radicaux ou terroristes qui sont malheureusement à la base, au fait, financés ou ravitaillés par le régime actuel et qui quand même touchent aujourd'hui les sociétés occidentales. Puisque n'oublions pas, si à l'époque on disait il y a un groupe de musulmans qui s'entretuent dans la région, après tout, ça nous intéresse pas. De plus, peut-être qu'on leur vendra encore des armes, de plus, ça fera un revenu. Mais franchement, aujourd'hui, l'appel au djihad ne provient plus seulement des mosquées de Damas ou de Beyrouth. Ça provient des banlieues parisiennes, ou de Londres ou de Madrid. C'est plus le même problème. C'est pas seulement le nucléaire. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Enfin, pour être bref, je pense que c'est dans l'intérêt commun, aussi bien, naturellement,
pour les Iraniens, mes compatriotes, de retrouver l'opportunité d'une vraie démocratie, mais aussi pour le monde, parce que la garantie de tout ce qui aujourd'hui concerne le monde, le manque de confiance qui existe envers ce régime, pour des raisons légitimes, le manque de transparence, de responsabilité, tout ceci, c'est le manque de démocratie. Donc, l'investissement dans la démocratie, c'est important pour le monde, surtout en Occident, puisque c'est une garantie ultime de ne pas sombrer dans des scénarios où, faute de quoi, de tels régimes ne peuvent pas être, par exemple,